Bonsoir à toutes et à tous. Pace et salute, et comme on dit sur la plus belle île du monde qui m'est si chère, bonne année, bonne santé. On va essayer de la démarrer cette année sur les chapeaux de roue avec cette 6e édition de notre baromètre de l'immobilier, coproduction UNIS et Conseil supérieur du notariat. On est très heureux d'accueillir évidemment Thierry Delsal. Maître Delsal, bonjour. Bonjour et bonne année. Porte-parole de la Chambre des notaires du Grand Paris, accompagné par l'incontournable Frédéric Violo, qui est en charge des statistiques nationales au sein du Conseil Sup. Bonjour, Maître Violo. Bonjour Gavi, bonne année. Et puis, Éric Bricot dans les starting blocks, en pleine forme en ce début janvier. Éric, le président de la commission promotion rénovation de l'UNIS. Bonjour à tous et très bonne année à tout le monde. Alors, je le disais, 6e rendez-vous déjà, le temps passe, avec ce point sur l'immobilier si précieux qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Et on en a besoin parce que le contexte est compliqué. Il y a de nombreux éléments, Éric, qui font qu'on est en attente de ce baromètre plus que jamais. Oui, tout à fait, Gavi. Effectivement, ce contexte inflationniste d'une part, d'autre part des taux d'intérêt qui augmentent avec un taux d'usure qui complique les choses pour les banques. La guerre en Ukraine aussi qui n'a rien amélioré avec une crise énergétique. C'est vrai qu'on aimerait savoir si tous ces chiffres aujourd'hui se ressentent sur l'immobilier, d'autant si les Français pour autant restent prudents. Donc, on va avoir ces réponses avec Maître Delsal et Maître Violo à travers donc l'évolution du pouvoir d'achat. L'observation aujourd'hui va se faire sur à peu près une année puisqu'on va avoir aussi les prévisions du T4 et ensuite, on verra aussi le profil des acquéreurs, le retour des investisseurs étrangers éventuellement, le retour aussi de l'exode qui se faisait à Île-de-France, Paris, vers les régions, est-il toujours présent? Et enfin, les logements vendus. Est-ce que aujourd'hui il y a un impact avec les DPE, F et G sur les prix de vente? Voilà. Beaucoup de problématiques. Je rappelle que les chiffres et les données qu'on va vous fournir sont labellisés par l'autorité de la statistique publique. Les notaires ne sont pas des agents immobiliers pour lesquels on a beaucoup de respect. Les prix qu'ils vont nous donner et les volumes qu'ils vont commenter sont réellement ceux qui sont enregistrés dans les études. Donc, fiabilité au rendez-vous. On débute avec le volume de vente. Est-ce que les transactions ont été plus nombreuses au cours du 3e trimestre? On était, sauf erreur de ma part, sur une tendance au fléchissement, Frédéric. Tendance confirmée, mais néanmoins encore très dynamique. Au 30 septembre 2022, sur les 12 mois qui ont précédé, donc 2021-2022, 30 septembre, on arrive à 1 133 000 transactions, ce qui est un chiffre fort, mais moins fort que ce qu'on a pu connaître une année auparavant. Et cette tendance se confirme sur les chiffres relevés là fin octobre, où on est à 1 130 000 transactions. Le record, c'était plutôt 1 204 000 transactions il y a à peu près une année. On voit bien qu'on est sur un fléchissement, mais la dynamique demeure quand même très, très forte. Si je prends le dernier référentiel à peu près normal qu'on a pu connaître, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, parce que c'est vrai que là, comme l'a dit Éric, entre la guerre en Ukraine, la crise sanitaire, enfin, il y a beaucoup de bouleversements. À fin 2019, avant que la crise sanitaire ne se révèle chez nous, on arrivait à un peu plus d'1 million de transactions et on s'étonnait d'avoir franchi ce seuil historique, 1 79 000 transactions en 31-12 et c'était un record. Aujourd'hui, on est en train de vous dire que ça baisse, mais qu'en dépit du fait que ça baisse, on est quand même encore au-delà de ce qui était le record, le dernier record normal qu'on ait pu enregistrer. Sauf erreur de ma part, une ville ne baisse pas, c'est Paris. Oui, Paris, après un petit fléchissement, mais historique, qu'on constatait bien avant, a repris de belles couleurs, notamment parce que les prix s'y sont stabilisés, ce qui a redynamisé un petit peu le marché. Donc oui, Paris marche fort. Alors évidemment, la question qui suit concerne les prix. Si on essaie de distinguer prix des appartements et prix des maisons, pour les appartements, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que les appartements continuent d'augmenter, mais sur un rythme moins élevé que celui des maisons. Donc, on avait déjà constaté, on avait eu l'occasion d'en parler ensemble déjà à plusieurs reprises, que suite à la sortie de la crise sanitaire, il y avait un engouement pour la maison individuelle, un engouement pour la verdure en général, pour la pièce de plus.
pour le mieux vivre chez soi, qui avait justifié que la maison accélère plus vite que les appartements, ce qui était relativement inédit. En tout cas, on ne l'avait pas constaté depuis plusieurs années. Ça se confirme encore aujourd'hui. La maison tourne encore plus vite que les appartements, mais ce qui pourrait s'analyser comme une petite décroissance sur les volumes ne se répercute encore que très, très timidement sur les prix. Les appartements augmentent moins vite que les maisons, mais ils continuent d'augmenter. On pourrait parler d'une décélération de la hausse en quelque sorte. Ah oui, ça augmente moins vite. Donc ça, c'était pour les appartements. On a les chiffres, je crois, des maisons qui vont s'afficher pour les prix. Oui, sur les maisons, on demeure très très fort avec des hausses donc, de l'ordre de 8% sur une année. Alors, c'est un peu moins fort que les 9% qu'on avait pu constater l'année d'avant. Enfin, ça reste quand même quelque chose d'assez fort. On sent bien qu'on est en train d'amorcer une décroissance sur les prix, mais elle ne se mesure pas encore sur les chiffres que nous avons pu relever. On est quand même quasiment à 18% d'augmentation sur 2 ans et presque 23% si je regarde 3 ans en arrière, ce qui est quand même conséquent. Est-ce que les chiffres prennent compte des derniers actes signés qui n'ont pas encore été définitivement signés entre les parties? Oui, vous l'avez sur le graphe devant vous, là, les projections en fait au 4e trimestre 2022 nous laissent augurer une hausse de prix sur un an qui va être légèrement en deçà de ce qu'on a pu constater au trimestre d'avant. Enfin, on tourne encore quand même à 7,3% d'augmentation sur la province, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, on est un petit peu plus calme sur l'Île-de-France à 3% à peu près d'augmentation. Les uns et les autres, vous intervenez lorsque vous le jugez nécessaire, évidemment, Eric, vous n'hésitez pas à me couper. On va s'intéresser alors à un autre aspect des choses, c'est le prix ville par ville pour les appartements. Et là, il y a des enseignements toujours très intéressants, notamment ce grand écart entre les villes les moins chères et les villes les plus chères. Oui, ben oui, là, c'est toujours un petit peu. Alors, c'est vrai que nous, on a toujours tendance, comme statisticiens, à enlever toujours les extrêmes. Et là, c'est vrai qu'on voit entre Saint-Étienne, qui est vraiment l'extrême en bas, et Paris, qui est l'extrême du haut. Là, ça fait des sacrées différences. Hein. C'est de 1 à 10, puisqu'on est à 1 170 € à Saint-Étienne pour être à 10 590 sur les 9 mois de Paris, sur les 9 premiers mois de 2022. Bon, mais on voit quand même dans ces tendances qu'il y a 5 villes avec un prix autour de 2005, que sont Toulon, Reims, Grenoble, Orléans et Dijon. Ça, c'est toujours pour les appartements. Hein. Et vous avez 4 villes qui tiennent le haut du pavé et qui sont au-dessus de 4 000 €. Vous avez Nice, Bordeaux, Lyon et évidemment Paris. Donc, autre phénomène, Lyon, la progression de Lyon. Vous soulignez volontiers que Lyon est devenue l'une ou la ville la plus chère en termes d'appartements. Oui, parce que Lyon, ça fait plusieurs années qu'on voit des augmentations annuelles aux alentours de 15%. Vous vous souvenez, il y a avant Covid, c'était Bordeaux. Bordeaux avait le vent en poupe et montait, ça a pratiquement atteint jusqu'à 20% les augmentations à Bordeaux. C'était totalement excessif. Donc Bordeaux est bien remonté, mais Lyon n'a pas arrêté de monter comme ça depuis. C'était des augmentations moins fortes qu'à Bordeaux, mais c'était du 10-15%. Et là, vous voyez que Lyon est passé la première ville, alors qu'il y a peu de temps, c'était Nice qui était la première ville la plus chère de province. Et donc, le peloton de tête Lyon, Bordeaux, Nice, il y a eu des inversions qui sont faites assez récemment. Voilà, aujourd'hui, c'est Lyon le grand gagnant, mais de peu. Alors, si on utilise ce gros mot qu'utilisent les économistes, une analyse dynamique sur les 5 dernières années, quelles sont les villes qui se distinguent, en tout cas qui se détachent? Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais en tout cas en termes d'augmentation du prix. Oui, ça, vous ne l'avez pas sur le graphe, mais on a fait une comparaison sur 5 ans. Et alors, on voit que dans les villes de province, celles qui ont augmenté le plus sur 5 ans, ben, vous avez Strasbourg à plus 37%. Vous avez Lyon à plus 43%. Et on augmente. On va à Nantes avec 46%. Et le pompon, ben, c'est à Rennes, où vous avez plus 59% depuis 5 ans. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on souligne peut-être un tassement, voire un fléchissement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé pendant les 5 ans qui viennent, qui se sont écoulés. Pardon. Et voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est de comparer avec Paris, qui depuis 2 ans est assez calme, voire en légère diminution, on peut dire une correction des prix. Et du coup, Paris, sur 5 ans,
n'a augmenté que de 19%. Donc, c'est une des villes en France qui a le moins monté. Donc, on voit vraiment ce rattrapage de la province depuis. Trouvez-nous un investissement qui rapporte en 5 ans 19%. On prend tous rendez-vous. On voit Marseille, Gaby, qui arrive maintenant, en plus 7,1% parmi les meilleures augmentations cette année. Oui. Marseille, ça c'est vraiment, quand on écoute les Marseillais, ils vous disent, ça y est, c'est les prix, c'est l'influence des Parisiens qui sont venus à Marseille. Ce qui n'est pas forcément faux, mais c'est un peu comme les étrangers à Paris. C'est un phénomène, ils ont beau être sur un marché de tête d'épingle, et ben, ça entraîne souvent tout le marché. Vous ne m'entraînerez pas sur ces routes sinueuses et verglacées en comparaison entre les Parisiens et les étrangers. Ça n'est pas vrai. Alors, certaines villes retrouvent, je crois, les prix records de 2008, parce que la courbe, c'était ça, c'est explosé en 2008, puis crise, et ça remonte. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit, par rapport à 2008, qu'il y avait beaucoup de villes qui... aujourd'hui, n'avaient pas encore atteint les prix records. Alors, en région parisienne, c'est le cas déjà depuis 3-4 ans où toute la banlieue parisienne, en appartement, pas en maison, en appartement, avait déjà battu tous les records qui étaient en 2011. Là, les records en province, ils étaient aux alentours de 2007-2008, avant la crise. Et ça a pas mal baissé en province. C'était des petites baisses de 2-3% par an, mais mine de rien, ce cumul de baisse a fait que la province a mis du temps à retrouver les records de 2007 ou 2008. Alors, vous avez, en l'occurrence, des évolutions qui, aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 villes qui sont encore en deçà des records. Mais sinon, on peut dire que 2022, on constate que la quasi-totalité des villes a dépassé le record de 2007 ou 2008. On parlait des appartements. Frédéric, si on regarde les maisons, ville par ville, quelles sont les tendances? On va faire les mêmes constats dans les tendances et on va retrouver un classement assez habituel. Là aussi, même s'il a eu l'occasion de varier d'une année sur l'autre sur les dernières années, entre le premier et le troisième. Mais grosso modo, vous le voyez devant vous, donc Nice, Toulon et Lyon sont classés en premier, deuxième et troisième depuis 2018. Bordeaux, qui était classé en 10e position en 2016, a accéléré, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, de manière remarquable pour remonter sur la 4e marche en 2020. Et elle se replace aujourd'hui sur une posture un petit peu plus médiane, en l'occurrence la 7e place par ordre de prix. On constate également que Rennes, qui était 8e au classement en 2018, se retrouve en 5e position en 2022. Donc, forte progression également sur la maison individuelle du côté de Rennes. Et on constate aussi que sur la totalité des agglomérations surveillées, aucune baisse de prix sur 1 an, aucune baisse de prix sur 5 ans, aucune baisse de prix sur 10 ans. Mais Frédéric, je vois aussi que l'évolution annuelle des prix des appartements par rapport aux maisons anciennes est quasiment le double. En fait, vous êtes à plus de 10% pour les maisons quand on est au maximum à plus de 7% pour les appartements. Est-ce qu'il y a encore un effet Covid qui pousse les gens à l'effet verdure? Est-ce que vous constatez quoi aujourd'hui, toujours pour avoir ce réel engouement? On voit du plus 11% à Nice. La tendance pour l'appétence pour la maison individuelle, c'est pas démenti. Je pense aussi qu'il y a d'autres phénomènes sur les accélérations, notamment autour des grands centres urbains, qui fait que les prix étant très tendus dans les hypercentres, on va avoir tendance aussi à aller chercher de la maison individuelle en périphérie et donc à faire accélérer aussi ce marché-là. Donc, il y a certainement un effet de rattrapage un peu centrifuge, quoi. Tout ça va dans le sens de l'accélération des prix des maisons. Bon, après, je pense aussi que les choses vont se tasser et se normaliser dans l'esprit de ce qu'on évoquait tout à l'heure en début de discussion. Oui. Et puis, il faut bien voir que c'est un effet de rattrapage. Parce que la maison individuelle, elle n'était pas badée, mais pendant une dizaine d'années, ce n'était pas un marché très, très dynamique, contrairement aux appartements. Ouais. Donc, aujourd'hui, là, c'est depuis 2-3 ans, ces augmentations très fortes de maisons, c'est vraiment un effet de rattrapage qui fait que, là aussi, on n'a pas encore atteint les effets records de 2007 ou 2008,
mais on va y arriver à force. C'est pas qu'un effet sanitaire, hein, c'est aussi le fait que si les prix sont trop élevés en centre, je vais avoir tendance à aller vers l'extérieur et donc à redoper un marché qui, jusqu'alors, était peut-être un petit peu plus atone, en tout cas, qui n'avait pas suivi la même accélération, la même tendance de dynamisme. Alors, vous parlez de tendances qu'on suit régulièrement, et s'il en est une à laquelle on est assez attentif, sur laquelle on est assez attentif, c'est la part des acquéreurs franciliens. On avait constaté post-Covid que les franciliens avaient cherché ailleurs si l'herbe était plus verte et l'air un peu plus pur. Quels sont les éléments qu'on retient aujourd'hui? Alors, vous voyez très clairement sur la carte de gauche en 2021 que 90% des départements, vous aviez une proportion d'acquéreurs franciliens en hausse, voire en forte hausse, puisque vous voyez, l'Eure ou l'Eure-et-Loire, c'était des augmentations de 8 ou 7%. Là, 2022, cette vague se calme. On n'est plus dans le tsunami qui a eu lieu. On est encore dans la plupart des régions en augmentation par rapport à 2019, et par rapport à 2021, ça se calme, voire ça baisse. On le voit vraiment très clairement sur ces deux cartes. Est-ce que ça veut dire que finalement chacun a trouvé chaussure à son pied depuis et que donc maintenant il y a une forme de stabilité? Mais il y a l'effet aussi crise énergétique qui a fait que ça, à mon avis, au cours de l'année, peut-être inverser ces tendances. Là, c'est sur toute l'année. Donc voilà, mais je pense que 2023, on va être en gris dans beaucoup de régions. En tout cas, je crois aussi que ceux qui avaient l'envie de prendre cette décision, de se mettre un peu au vert, l'ont prise. Le Covid a joué un peu un rôle de déclencheur, de catalyseur, d'accélérateur dans la prise de décision. Mais comme on a eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, ce n'est pas un exode massif des franciliens vers la province. Donc, ceux qui devaient partir et qui avaient envie de le faire l'ont fait. Puis bon, maintenant, on va revenir certainement à des tendances un petit peu plus calmes. Alors, si ça se calme du côté des franciliens, en revanche, pour ce qui concerne les étrangers, j'ai cru comprendre que la France était plus que jamais attractive en termes immobiliers. Oui, mais là, ça n'étonnera pas beaucoup d'auditeurs, mais là, on a vraiment la preuve sur ces deux cartes. C'est-à-dire qu'en fait, les étrangers n'ont pas pu venir en France pendant pas mal de mois. 2021, c'était pas terrible, hein, on le voyait, les étrangers, alors ça, c'est pour les maisons, hein, n'étaient pas là ou pas encore revenus. 2022, très clairement, ils sont revenus, on le voit là, tous ces départements en rouge, rouge-bordeaux, bon, c'est souvent quand même dans les départements traditionnels où les Britanniques, par exemple, ou les Italiens dans le sud, ou les frontaliers aussi, tous les Allemands dans le nord-est, sont beaucoup plus présents. Et pour ne parler que de Paris, par exemple, l'Île-de-France, vous avez 10% des acquéreurs qui sont étrangers. Toujours avec cette dichotomie des étrangers résidents ou non résidents. Alors, il faut savoir que là, les étrangers, donc quand on parle d'étrangers, il y en a quand même les 2/3, c'est des étrangers résidents en Île-de-France. Ah, et il n'y a qu'un tiers d'étrangers non résidents. Mais ils sont montés quand même à plus de 3%, ce qui est assez exceptionnel. La Dordogne continue de grimper, hein. Oui. Passe de 5 à 8. Absolument, ben oui, c'est redevenu à la mode et les low cost avec la Grande-Bretagne refonctionnent bien. Ouais. Alors, on poursuit cette visite guidée du marché de l'immobilier avec le profil des acquéreurs, riche d'enseignements tout le temps. Alors, vous avez de nombreuses données à fournir, mais on va braquer le phare, si vous voulez bien, sur deux villes qui sont voisines et qui pourtant sont si différentes, c'est Saint-Étienne et Lyon. Qui démarre pour Saint-Étienne? Oui, ben, Saint-Étienne, on voit que c'est vraiment la ville qui est l'une des moins chères, des villes de province les moins chères de France, et depuis de nombreuses années, puisque vous voyez, le budget d'acquisition est aux alentours de 80 000 €, budget médian. Donc, c'est des villes étudiées dans nos statistiques, c'est vraiment la moins chère. Alors, on voit en profession, là par contre, que comme c'est un budget abordable, les professions les plus représentées sont les professions intermédiaires. Et de plus en plus, puisque c'est 35%, alors qu'en 2018, il n'y en avait que 26%. Donc, aujourd'hui, on voit que c'est une des villes où les professions intermédiaires sont acquéreurs. On voit aussi que l'origine géographique, là, aujourd'hui, vous voyez, c'est 44% sont d'origine géographique du coin.
Et Les bien, Stéphanois achètent à Saint-Étienne. voilà. Et alors qu'en 2014, c'était 59%. Ah, Donc, en fait, ce petit budget attire pas des étrangers, du coup, mais des non-stéphanois. d'accord. Donc, ça, Ça, c'est pour Saint-Étienne. Pour Lyon, et du coup, on voit aussi, avant de passer sur Lyon, on voit l'âge aussi qui est de 38 ans, qui est assez jeune hein, par rapport à certaines villes. Et c'était 41 ans en 2016. Donc, il y a eu un rajeunissement aussi des acquéreurs. le prix, sans doute aussi, qui favorise l'attractivité Voilà. des jeunes. Alors maintenant, si on veut voir Lyon, eh bien, Lyon, par contre, on n'est pas du tout dans les mêmes schémas. Vous voyez évidemment le budget d'acquisition de 80, on passe à quasi 300 000 euros de budget médian. C'est quand même beaucoup plus élevé. C'est à 45 minutes. Hein. Et c'est pas loin, oui, absolument. Alors donc forcément, ça se traduit pour le profil des acquéreurs dans les couches socio-professionnelles, c'est pas loin de 50%, la moitié sont des cadres supérieurs, alors qu'avant, comme Lyon, on a vu que c'était une ville qui avait beaucoup augmenté, eh bien en 2012, il y a 10 ans, il n'y avait que 40% de cadres supérieurs. Là, forcément, plus ça monte, plus il faut être cadre supérieur. On ne montre pas Paris, mais Paris, il faut être dans le couple, il faut qu'il y ait 2 cadres supérieurs pour acquérir à Paris. Là, il n'y en a qu'un. Là aussi, c'est jeune, hein. On voit, c'est 37 ans. Même Oui. Paris, c'est 39. Caen, c'est 39 aussi. Lille, c'est 36. Hein. Oui, absolument. Mais ça traduit en fait l'accès au crédit qui se faisait. Et à mon avis, là, par contre, en 2023, ça va monter. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à il y a 6 mois, les jeunes pouvaient emprunter jusqu'à 100%. Donc, ça fait que cet accès au crédit facile a rajeuni beaucoup l'âge médian. Ouais. Et là, c'est une strate qui risque de bouger justement à cause des taux d'intérêt, etc. Ouais. D'augmenter, Oui. sauf si l'épargne des Français accumulée pendant le Covid est transmise par les parents ou les grands-parents. Comme on le voyait il y a quelques années, où il ne pouvait pas y avoir de jeunes qui accédaient à l'immobilier sans avoir une aide des parents ou des grands-parents. C'est très certainement ce qui risque de se reproduire de nouveau. Après tout, il y a une épargne, il faut bien qu'elle soit transmise. Ouais. Alors, on aime bien aussi mesurer, et la période nous invite à le faire plus que jamais, l'évolution du pouvoir d'achat immobilier. Alors, d'abord, on va faire une petite piqûre de rappel. Quand on parle de pouvoir d'achat immobilier, on met quoi en face à face? On met la capacité d'emprunt par rapport au prix moyen au mètre carré, c'est ça? Voilà, vous l'avez en bas, là, en gras, qui s'est expliqué. Donc, en fait, les deux composantes, c'est la capacité d'emprunt des ménages, donc par rapport évidemment au moment choisi, et les prix moyens au mètre carré constatés en France. Sur les logements anciens, donc c'est et appartements et maisons. Hein, c'est vraiment, on a tout aggloméré. Et là, on voit quand même, pendant toute une période, hein, de 99 à 2008, une perte assez violente du pouvoir d'achat. De 99 mètres carrés, on est passé à 58. Pourquoi? Parce que pendant toute cette période, il y avait une augmentation des prix. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu quand même des augmentations fortes en province. En 2003 jusqu'en 2005, les prix ils montaient de 14%. On a un peu tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on dit ah, ça augmente de 5, 6, 7%. Mais il y a une période, il y avait vraiment des augmentations très fortes de prix. Et vous aviez des taux de crédit qui étaient assez élevés. Ça naviguait entre 3 et il y a eu des moments, c'est monté jusqu'à 4,5. Donc, les deux cumulés ont fait que les Français ont perdu en pouvoir d'achat immobilier. Puis on a après, 2008, le creux de 2008, et après ça remonte. Et après, ça a remonté. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, en 2008, la province, surtout en province, il y a eu une correction des prix qui n'était pas énorme, mais quand même, qui perdait entre 2 et 3% à certaines périodes par an. On disait, bon, ça va, c'est relativement stable. Mais il y a eu cette érosion qui a fait que ces prix baissaient. Et pendant ce temps-là, les taux d'emprunt n'ont pas arrêté de descendre. Donc, les deux cumulés ont fait que voilà, les Français ont retrouvé un pouvoir d'achat assez fort, de 58 à 85 mètres carrés. Et puis là, il y a eu une autre période de stabilité. Il y a une espèce de plateau. Oui, oui, parce qu'en 2015, il y a eu une augmentation des prix forte qui s'est faite, d'abord en Île-de-France, et ça a été suivi ensuite par la province. Et ça a été légèrement, enfin à peu près compensé par la baisse très forte aussi des taux d'intérêt pour arriver à 1% l'année dernière. Voilà.
Donc, ce qui explique ce petit plateau pendant 4-5 ans. Et puis là, bah, c'est pas, on va pas dire patatras, mais quand même, changement de paradigme depuis le début de l'année 2022. Vous avez l'augmentation des prix qui continue à monter, même si on l'a vu, hein, elle a tendance à diminuer cette augmentation des prix, que ce soit maison ou appartement, mais les maisons sont encore en augmentation quasi à l'inflation, à 6%. Bon. Et depuis, ben, les taux ont doublé. On est passé de 1 à 2%. Donc voilà, une perte de 4 mètres carrés, ça a été largement repris par encore une fois, très intéressant de noter qu'il y a une inflexion évidente, incontestable, mais qui se produit après une période de hausse spectaculaire de ce pouvoir. Absolument. Oui, et ça, il faut le souligner. Quand même. Oui, après la crise de 2008. Voilà. Mais, des questions peut-être autour de ça, Eric, ou pas? Vous me dites. Oui, non, pour moi, c'est bon. Le pouvoir d'achat immobilier, alors là, c'est une petite enquête que vous faites, c'est assez intéressant. Vous dites, imaginons, j'ai 800 € par mois de mensualité sur 20 ans, qu'est-ce que je peux acheter? Et donc là, vous dites, ben, sur cette base-là, on compare sur plusieurs années et on voit ce que ça donne. Donc là, quelles sont les tendances qui se dégagent? Alors, tel que ça vous est présenté dans le graphe que vous avez là, effectivement, c'est posé la question, on n'est pas forcément parti de la mensualité fixe. Ah non, c'est la superficie. Voilà, là, on est parti justement du postulat inverse pour une fois, de se dire, ben voilà, quel est le revenu dont on a besoin pour acquérir France entière. Donc, c'est un calcul grosse maille, hein, c'est juste pour se donner une indication de tendance. Pour acquérir un logement de 80 mètres carrés, il me faut combien, quel revenu, et donc quelle mensualité, mais surtout quel revenu en face de cette mensualité. Donc, sur le graphe que vous avez là, vous avez en abscisse évidemment les années, hein, puisque l'étude a été menée de 99 à aujourd'hui, donc sur la même échelle de temps que ce que vous venez de voir sur le graphe d'avant. Et puis, vous avez en ordonnée la mensualité représentée et puis évidemment corrélée avec les diagrammes en bleu. Et les courbes que vous voyez tracées sont les catégories de revenus modestes, intermédiaires ou aisés. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que les catégories intermédiaires s'en sortaient à peu près, je veux dire par là que France entière, elle dégageait des revenus qui permettaient d'être à la limite de flottaison et d'acquérir effectivement un logement ancien de 80 mètres carrés. On était à ce constat-là sur 2017, sur 2018, 2019, 2020. Et en 2021, on commence à sortir de cela. Et en 2022, ça se confirme. Donc aujourd'hui, c'est la catégorie intermédiaire qui nous préoccupe un petit peu davantage, puisque on voit bien qu'elle est du mauvais côté de l'épaisseur du trait au stade actuel. Donc, j'avais un peu devancé l'appel. Effectivement, si on prend le problème différemment et qu'on raisonne en termes de mensualité de 800 € sur 20 ans, les 20 ans aujourd'hui, c'est la durée moyenne, hein, enfin, pour les plus jeunes notamment. Ouais. Donc là, quelle superficie je peux acheter? Oui, alors voilà, on est, en fait, vous savez, sur ce graphe, toutes les villes, quel a été le constat par rapport à 2021? Eh bien, en France, avec 800 € en remboursant ça sur 20 ans, on a perdu 1 mètre carré à l'achat dans les appartements. Donc évidemment, vous voyez sur le tableau, Saint-Étienne 11 mètres carrés, ben oui, parce que Saint-Étienne, le prix au mètre carré est pas cher, donc forcément une baisse entraîne forcément des augmentations, enfin des baisses très importantes de mètres carrés, comme le prix n'est pas très cher. À l'inverse, vous voyez que Lyon ou Bordeaux, où les prix sont assez chers, eh bien cette perte de pouvoir d'achat ne se traduit que par une perte d'1 mètre carré. En revanche, pour les maisons, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors là, sur les maisons, on a une autre donnée de base. On part sur 1 300 € de mensualité pour le prêt. Et donc là, on se pose la même question, qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Voilà, donc même avec on passe de 800 à 1 300 € quand même, c'est pas la même chose, hein, sur 20 ans. On voit que là, sur toute la France, on a perdu 10 mètres carrés. Donc c'est une pièce en moins. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, le prix des maisons a continué à augmenter très fortement, surtout en province. Donc forcément, ça se traduit par une perte assez importante. Et vraiment, là, on le voit dans toutes les villes.
C'est toujours très intéressant ce comparatif-là. Alors, la dernière question qu'on va vous poser, elle est elle aussi dans l'actualité, c'est l'étiquette énergétique et l'impact de cette étiquette énergétique sur le marché de l'immobilier. On connaît tous F, G, etc. Et notamment avec le DPE. Tous les professionnels qui nous regardent connaissent bien ce diagnostic de performance énergétique et tous craignent l'impact qu'il pourrait avoir sur le marché. Vous avez des données intéressantes à nous livrer. Oui, c'est une question qui nous a été posée de manière quasi instantanée après l'entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul du diagnostic de performance énergétique au 1er juillet 2021. Pendant que, parallèlement, on venait évidemment poser des limites dans la capacité qu'on aura dans un avenir très proche, puisque ça commence cette année, à pouvoir continuer à louer des logements qui offriraient une performance énergétique très dégradée. Et on a mis un peu de temps à produire des résultats parce qu'on voulait se laisser évidemment suffisamment de mois d'analyse pour pouvoir afficher des chiffres qui soient à peu près tangibles. Et la tendance, vous la voyez bien devant vous. Ce qui truste aujourd'hui encore le volume le plus large, c'est le bien en catégorie D, que vous voyez en gris sur le graphe. Mais on constate assez clairement que cette catégorie-là, bien qu'encore majoritaire aujourd'hui, eh bien, elle est descendue d'un cran très clairement dès 2021. Et corrélativement, eh bien, vous faites le constat que ça ne bouge pas beaucoup pour les catégories de performance énergétique intermédiaire, voire très élevées, très supérieures en A ou en B. Mais en revanche, vous vous apercevez que le volume des biens catégorisés en F et en G, c'est-à-dire les biens les plus énergivores, lui augmente par voie de conséquence. Est-ce que vous êtes en train de dire que les Français vendent ces biens parce qu'ils se disent « je n'ai pas les moyens de les mettre aux normes », c'est ça le phénomène? Pas seulement, parce qu'en fait, la difficulté qu'on rencontre, elle est double. Elle est tout à la fois liée au fait qu'effectivement, il y a désormais des sanctions sous la forme de l'impossibilité de louer, c'est quand même une sanction forte, qui sont attachées sur ces biens-là. Donc, les gens qui ne vont pas pouvoir financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement vont avoir tendance à essayer effectivement de les mettre sur le marché pour arbitrer. Mais il y a aussi un autre phénomène qu'on mesure de façon un peu moins tangible, c'est que les règles de calcul des diagnostics de performance énergétique d'aujourd'hui sont plus strictes que celles qu'on connaissait avant le 1er juillet 2021. Vous avez une conjonction de paramètres qui nous gêne un petit peu parce que la tendance, on la mesure bien dans l'absolu, elle correspond à peu près à ce que vous avez là, mais on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables. Et si je veux ajouter en complexité, je vous dis qu'en plus de ça, aujourd'hui, on n'est même pas tenu de produire un diagnostic de performance énergétique nouvelle formule pour vendre son bien, puisqu'on peut se contenter d'un ancien plus favorable au titre du droit transitoire, et ce encore jusqu'en 2024. Donc, ça brouille un petit peu les pistes, tout ça. On voit bien la tendance. Ces chiffres-là permettent de confirmer qu'il se passe quelque chose par rapport à ça, mais ce n'est pas seulement le critère de décence qui impacte dans les arbitrages. Mais en même temps, j'imagine que pour les anciens diagnostics qui peuvent servir effectivement encore lors de vente, vos acquéreurs sont vigilants. J'imagine que s'ils achètent pour louer, ils vont plutôt exiger un nouveau diagnostic. Alors, les acquéreurs sont vigilants. Nous, quand notre avis nous est demandé, c'est-à-dire quand on intervient en amont dans la transaction, on va conseiller systématiquement de faire établir un nouveau diagnostic de performance énergétique parce qu'on considère qu'aujourd'hui, ce critère-là, il participe de la capacité même de l'investisseur à pouvoir réaliser son projet, c'est-à-dire à louer. Donc, on ne peut pas imaginer de l'embarquer comme ça. Mais malheureusement, on n'a pas toujours cette anticipation-là, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Et de temps en temps, on se retrouve avec des investissements locatifs, en tout cas des biens qui sont profilés comme ça, sur la base de diagnostics de performance énergétique qui sont plus l'ordre du jour, mais qui sont encore valables. Donc, c'est assez complexe. Et vous pensez pouvoir peut-être, c'est un peu tôt j'imagine pour vous, faire des statistiques sur l'impact d'un FSG sur le prix de vente? Alors ça, on le fait déjà au travers d'autres présentations. Ça fait déjà plusieurs années que les notaires se livrent à ce jeu. C'est ce qu'on appelle la valeur verte, où effectivement, on se pose la question de savoir
par rapport à ce qu'on estime être la base du marché, c'est-à-dire la classe D, de combien va-t-on pouvoir surévaluer, entre guillemets, un bien qui va être très bien classé en catégorie A ou B, et à l'inverse, quelle va être la décote appliquée à un bien qui va être catégorié en F ou en G. Les tendances sont variables parce qu'elles dépendent du niveau de tension du marché, bien entendu. Elles dépendent aussi de la localisation géographique des biens. Donc, on a des résultats qui sont relativement disparates à l'échelle du territoire. Mais les tendances sont quand même très clairement autour d'une survalorisation quand on est en A ou en B qui va aller jusqu'à 10-12% à peu près, grosse maille, hein, je répète. Et des côtés, on va descendre plus vite quand on va être en F ou en G. Donc, on descend plus vite qu'on ne monte en termes d'écart de prix. Et évidemment, les critères d'indécence à venir vont conforter cette tendance, c'est évident. On sera évidemment très attentif à l'évolution de ces indicateurs verts, comme vous les avez baptisés. On va terminer en essayant de se projeter, exercice évidemment très difficile, mais vous allez vous y livrer avec délectation et gourmandise, je le vois dans vos yeux. Alors, quid pour l'année qui débute, pour cette belle année 2023, en tout cas, on la souhaite ainsi. Qu'est-ce que vous voyez venir, Maître Delsal? Quid des 7D? En fait, on revoit vraiment tous les profils d'acquéreurs et de vendeurs. Donc, le marché s'est bien rééquilibré en 2022 et on pense raisonnablement que ça va continuer en 2023. Il n'y a plus ces excès post-Covid où on était avec la pierre verte, il y avait vraiment des profils de vendeurs qui étaient tout le temps les mêmes. Là, aujourd'hui, il y a un rééquilibrage. Alors, vous parlez des 7D, mais quel est le réflexe quand je dois vendre un bien? Vous savez, c'est déménagement, donation, dette, décès, divorce, défiscalisation et démographie. Donc ça, bon, les journalistes nous demandent toujours quelle est la proportion. Ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a un rééquilibrage de toutes ces proportions. Par contre, c'est pas par contre d'ailleurs, c'est la même chose également pour les acquéreurs. Où vous avez la pierre, vous savez, vous aviez la pierre verte ou la pierre confort qui était, je veux chercher plus de mètres carrés, qui était très, très, très présente depuis 2 ans. Aujourd'hui, elles le sont, mais un peu moins. Et on revoit des profils de pierre investisseurs, notamment à Paris. Alors, Paris, c'est pas de la pierre rendement, mais c'est de la pierre coffre-fort, qui revient très fort. Vous avez la pierre retraite, qui aujourd'hui, avec la réforme, inquiète pas mal de Français. Et donc là, il y a beaucoup de Français qui vont sur l'immobilier par rapport à ça. En revanche, marche un peu moins la pierre loisir. La pierre loisir, c'est souvent dans le neuf, sur le littoral ou autre. Et là, ça, on voit bien que c'est un peu en panne. Par contre, il y a une autre pierre qui marche très très bien, c'est la pierre refuge. Face à toutes ces problématiques environnementales aujourd'hui, de la guerre de l'Ukraine, de l'instabilité et de l'inflation, il y a pas mal de Français qui vont sur la pierre refuge. Alors, un petit jeu pour terminer. Je vous propose un mot et vous me dites indicateur au vert, orange ou rouge. Mais rapidement, alors, le crédit. Le crédit, j'aurais tendance à dire orange, voire rouge, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les règles sont plus les mêmes. Vous avez le taux d'usure qui a fait que chaque trimestre, vous avez des profils ric-rac qui ne passent plus. Ils sont obligés d'attendre la fin du trimestre, d'attendre que le taux d'usure augmente et tienne compte de l'augmentation des 6 mois avant pour faire que les profils repassent. Donc là, c'est pas bon du tout. Le taux d'emprunt. Le taux d'emprunt, c'est pareil. Alors là, il est clignotant. J'ai envie de dire, il faut faire attention parce que le taux d'emprunt, aujourd'hui, il est passé de 1 à 2. Mais de quoi se plaint-on? Parce que quand on regarde en Angleterre, où les taux d'emprunt à taux variable, non capés, sont en train de passer à 10%, en Allemagne, aux alentours de 6%. Franchement, de passer de 1 à 2, et d'ailleurs, quand on en parle un petit peu aux Français, ils disent oui, par rapport à l'inflation, c'est vrai que c'est énervant de payer le double d'intérêt, mais ce n'est pas encore vraiment bloquant. Donc, clignotant à surveiller, mais pas forcément, ça ne bloque pas.
Ce qui était anormal, c'était d'emprunter à 1% il y a 3 ans, quoi. C'est ça qui a un petit peu faussé la vision, la lecture. On est mal habitué, oui. Eh oui. Le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous dites sur le pouvoir d'achat? Il va progresser, il va s'améliorer, vert, orange ou rouge? Ne me dites pas encore orange, autrement vous allez finir diplomate, pas notaire. Le pouvoir d'achat, alors c'est pas le pouvoir d'achat immobilier, c'est le pouvoir d'achat tout court qui baisse. Hein, on ne le sait que trop. Donc là, ça peut influer beaucoup sur je vais continuer à aller chercher des mètres carrés moins chers et où c'est en périphérie des agglomérations. Sauf que vient se contrebalancer aujourd'hui la crise énergétique qui fait que le transport devient plus cher et puis tout simplement l'énergie. D'où j'aurais tendance à dire à surveiller parce que aux alentours d'Orange, on va dire. Allez, rapidement, contrainte énergétique, parce que quand on achète un appartement ou une maison, il va falloir la chauffer ou la refroidir. Ça dépend où on habite, mais de plus en plus la refroidir. Qu'est-ce que c'est? Rouge, vert, orange pour la contrainte? C'est orange si je veux acheter pour moi et c'est rouge si je veux louer. Là, très clairement, aujourd'hui, on voit tous les acquéreurs qui demandent des devis, mais des devis que les entreprises ne veulent tenir que pendant 15 jours. Et ces devis, ils sont faits au début de la promesse de vente, voire même avant la promesse de vente. Et on sait très bien que les travaux ne commenceront que 3 mois plus tard. Donc, que ces devis ne sont jamais respectés. Donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acquéreurs qui ne veulent plus acheter avec des travaux. Et pour autant, il y a quand même cette réglementation thermique qui fait qu'ils sont obligés d'impacter à minima les changements des huisseries, voire une isolation intérieure ou extérieure, ça dépend s'ils achètent en collectif ou en... Donc là, c'est vraiment orange pour certains et rouge cramoisi pour certains. Et le dernier indicateur, qui est peut-être un des plus importants dans tous les marchés, mais sur l'immobilier encore plus, c'est la confiance des ménages. Alors la confiance des ménages, qui n'est pas terrible. Hein, je crois qu'on aurait pu espérer gagner en Coupe du Monde et du coup redevenir en vert pendant 6 mois, comme c'était le cas en 98. La confiance des ménages. Éviter de remuer le couteau dans la plaie, ça serait pas mal ce début d'année. Alors, la confiance des ménages n'est pas très bonne. Hein. Elle est en baisse comme ça, elle est en baisse pendant toute l'année 2022. Mais, quelque part, pour l'immobilier, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un réflexe français de dire que quand ça va mal, où est-ce que j'investis? Contrairement aux États-Unis ou dans d'autres pays, en France, on investit dans la pierre. Et donc, cette pierre refuge, je pense que la confiance qui n'est pas bonne, c'est vrai, on se dit, oui, c'est quand même le principal moteur quand j'investis, mais ça peut être un moteur parce que je veux absolument, on le voit avec la crise des retraites et autres, je vais placer dans la pierre. Et ça peut être vert, là, ça peut redevenir vert. Bien. Maître Violo, peut-être un dernier mot. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, votre conclusion, c'est quoi? Il est urgent d'attendre ou bien c'est la crise, profitons-en? J'aime bien cette idée qu'il faille souvent investir quand il y a certains désengagements, parce que c'est généralement à ce moment-là qu'on peut négocier le plus son prix. C'est un petit peu ce qu'on ressent aujourd'hui. Thierry l'a dit tout à l'heure. On est sorti de cette période où le vendeur avait systématiquement le manche et imposait son prix, où on ne discutait rien. Aujourd'hui, les forces s'équilibrent, donc c'est le moment d'initier la discussion. Il faut rester effectivement concentré sur le fait que même si les taux ont augmenté, ils sont quand même encore à des niveaux remarquablement bas. Donc, il ne faut peut-être pas perdre ça de vue. Il ne faut pas oublier que même si on emprunte à 2,5, le prêt aujourd'hui, au regard de l'inflation, ça reste un placement. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à inciter et à se positionner. Après, évidemment, je pense que l'accélération des prix est quand même en train de se tasser, donc on pourrait avoir une espèce d'attentisme qui consisterait à se dire je vais attendre que ça baisse encore, mais je ne suis pas certain que les prix s'écroulent, j'en suis même persuadé. Donc c'est peut-être le moment de capitaliser pendant que l'accès au crédit est relativement bon marché encore très largement, quoi qu'on en dise. Éric Bricot, ils sont spéciaux, nos notaires, hein, ils nous invitent à prendre des risques, hein, vous avez vu. Oui, mais écoutez, en même temps, c'est tout l'engouement de l'investissement immobilier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les taux très bas incitent à acheter et participent effectivement à la réflexion de Maître Violo.
Vous avez un micro qui doit être un tout petit peu trop ouvert parce que ça fait un écho. Je vous ai coupé du coup parce qu'on vous entendait. Oui. Bah écoutez, non, j'y avais pas touché, mais effectivement, je m'entendais en doute, je suis désolé. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir balayé encore une fois, de toute façon, de cette façon qui est très intéressante pour nous, transactionnaires, promoteurs, rénovateurs, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir toutes ces tendances du marché qui viennent conforter ce que l'on ressent tous les jours d'ailleurs. Et voilà, j'espère que notre prochain live qui devrait avoir lieu en avril nous donnera encore des chiffres très importants pour nos métiers à tous. Merci mille fois de votre contribution à tous les trois. Que l'année vous soit douce. À bientôt. Au revoir. Au revoir.